Bienvenue dans Ah et j'ai mal, le podcast pour comprendre la douleur chronique autrement. Si tu es là, c'est peut-être que la douleur fait partie de ta vie. Peut-être depuis longtemps, peut-être plus récemment, mais dans tous les cas, elle prend de la place. Une place que tu n'as pas choisie, une place qui te fatigue, qui t'inquiète et parfois qui t'isole. Moi aussi je connais ça, la douleur qui s'installe, qui change, qui revient et qu'on ne comprend pas toujours. Ce que je partage ici, c'est un mélange de vécu, de recherche, de rencontres et surtout d'un chemin que j'ai parcouru moi-même. Et dans ce chemin, j'ai aussi commencé à m'appuyer sur ce que je fais dans mon travail. Je travaille dans le domaine de la qualité et l'amélioration continue. Concrètement, ça veut dire observer ce qui ne fonctionne pas, chercher à comprendre pourquoi, sans juger et ajuster petit à petit. Très vite, je n'ai plus envie de subir sans comprendre. Alors j'ai cherché, j'ai testé, j'ai appris. Si toi aussi tu cherches à comprendre ce que tu traverses et que tu sens qu'il manque une pièce à ton puzzle dans ce qu'on t'a expliqué, alors tu es au bon endroit. Je te souhaite une bonne écoute. Dans cet épisode, j'ai envie de parler d'un sujet dont on parle énormément, mais souvent de manière trop simpliste. Cette idée de se reconnecter à son corps, écouter ses sensations, revenir dans le moment présent. Quand on vit avec des douleurs chroniques, de l'anxiété, de l'hypervigilance corporelle ou même un épuisement nerveux, ce n'est pas toujours aussi simple. Et parfois, entendre ce type de conseils peut même créer encore plus de culpabilité. Parce qu'on essaye, on fait les exercices, on teste, la cohérence cardiaque, les body scans, la méditation, les exercices de respiration, que sais-je encore. Et au lieu de ressentir de l'apaisement, on ressent parfois encore plus la douleur, les tensions, l'inconfort ou l'anxiété. Alors on finit par penser « je dois mal faire, ça ne fonctionne pas pour moi. Pourquoi les autres y arrivent et pas moi ?» Aujourd'hui, j'ai envie de poser quelque chose d'important. Si certaines pratiques corporelles sont trop confrontantes pour toi, ça ne veut pas dire que tu n'es pas capable. Ça veut peut-être simplement dire que ton système nerveux a besoin d'une autre porte d'entrée, d'un autre rythme, d'une autre façon de reconstruire la sécurité. Parce qu'au fond, chacun avance par son propre chemin. Faire équipe avec son corps, ce n'est pas se forcer. Ce n'est pas réussir parfaitement un exercice. Et ce n'est certainement pas entrer brutalement dans des sensations qui font peur. Faire équipe avec son corps, c'est souvent quelque chose de beaucoup plus progressif, beaucoup plus subtil et profondément personnel. Quand on vit avec des douleurs chroniques, le corps change de statut. Il n'est plus juste là. Il devient un espace de surveillance permanent. Le cerveau commence à analyser chaque sensation. Pourquoi ça tire ici? Pourquoi ça brûle? Est-ce que ça va empirer? Et si ça recommençait demain? Et si je faisais un mauvais mouvement? Et petit à petit, le système nerveux apprend à rester en alerte. Le problème, c'est qu'à force d'être observé sous l'angle du danger, le corps finit par être associé à la menace. Et ça change énormément de choses dans le quotidien, parce qu'on ne se détend plus vraiment. On anticipe, on surveille, on adapte constamment ses comportements. On réfléchit avant un mouvement, avant une sortie ou avant une activité. Parfois même avant de simplement prévoir sa journée. Et cette hypervigilance devient épuisante. Pas seulement physiquement, mentalement aussi. Parce qu'il y a toujours une partie du cerveau mobilisée autour du corps. Certaines personnes passent leur journée entière à scanner inconsciemment leurs sensations. Est-ce que ça tire plus qu'hier? Est-ce que je suis en train de faire une crise? Est-ce que cette fatigue est normale? Et si ça empirait? Et honnêtement, cette charge mentale, elle est immense. Donc quand on propose ensuite « ferme les yeux et observe tes sensations », ça peut paraître extrêmement confrontant. Parce que certaines personnes ne rencontrent pas le calme quand elles ferment les yeux. Elles rencontrent la douleur, les tensions, la fatigue, l'oppression, ou même parfois une montée d'angoisse. Et ça, je trouve important de le normaliser. Parce qu'on parle beaucoup des bénéfices des pratiques corporelles, mais beaucoup moins du fait qu'elles peuvent parfois être trop intenses selon l'état du système nerveux. Alors, on entend souvent parler des bienfaits, comme je vous l'ai dit, de la cohérence cardiaque, des méditations, des body scans, de la pleine conscience. Il y en a plein d'autres. Et encore une fois, oui, ces outils peuvent être extrêmement aidants.
mais pas toujours. Et surtout pas toujours au même moment du parcours. Quand une personne est en hypervigilance corporelle, focaliser fortement son attention sur les sensations peut parfois amplifier ce qu'elle ressent. Plus on surveille une douleur, plus le cerveau lui donne de l'importance. Et plus on observe sa respiration, plus certaines personnes deviennent conscientes d'une sensation d'oppression. Et plus on essaye de se détendre, plus on réalise à quel point le corps est tendu. Et parfois, le simple fait de fermer les yeux peut déjà être très insécurisant. Alors évidemment, quand ça arrive, beaucoup de personnes concluent: ça ne marche pas pour moi, ce n'est pas fait pour moi. Alors qu'en réalité, le problème n'est pas l'outil lui-même. Le problème, c'est souvent le niveau d'exposition que l'on demande à son système nerveux. Parce qu'il y a une énorme différence entre être doucement en contact avec son corps et être plongé brutalement dans des sensations qui activent la peur. Et je crois qu'il est important de dire aussi quelque chose. Parfois, voire souvent, dans les douleurs chroniques, le système nerveux n'a pas besoin de plus d'exposition. Il a besoin de plus de sécurité. Et ça change complètement la manière d'aborder les choses. Il y a aussi quelque chose dont on parle très peu dans la douleur chronique: la dissociation corporelle. À force d'avoir mal, à force d'être en vigilance permanente, certaines personnes finissent par se couper progressivement de leur corps. Comme si le cerveau disait: c'est trop douloureux, je vais mettre de la distance. Et cette dissociation peut être très subtile. Parfois, ça ressemble à être constamment dans ses pensées, avoir du mal à ressentir ses émotions, ne plus savoir ce qu'on ressent physiquement, être déconnecté de ses besoins, ou avoir l'impression que son corps est devenu étranger. Certaines personnes disent même: le seul moment où mon corps attire mon attention, c'est quand il va mal. Et je trouve cette phrase extrêmement forte, parce qu'elle montre à quel point la relation au corps peut devenir associée presque uniquement à la souffrance. Et parfois, pour éviter ce contact intérieur devenu trop difficile, le cerveau cherche d'autres moyens d'échapper au ressenti. C'est là qu'apparaissent parfois certains comportements d'évitement. Alors pas forcément de manière spectaculaire, mais à travers la consommation d'écran, le besoin d'être constamment occupé, les séries regardées jusqu'à l'épuisement, la nourriture, les achats compulsifs, le travail excessif, l'alcool, les drogues, les réseaux sociaux, ou même une agitation mentale permanente. Pas forcément pour faire n'importe quoi, mais souvent pour ne plus sentir, ou pour sentir autre chose que la douleur. Comme si le système nerveux cherchait en permanence une anesthésie, une distraction, ou une micro-bouffée de soulagement. Et je pense que c'est important de regarder ça avec beaucoup de douceur. Parce que derrière ces comportements addictifs, il y a souvent un système nerveux épuisé qui tente simplement de survivre. Alors évidemment, dans ce contexte, entendre «reconnecte-toi à ton corps», ça peut quand même être vécu comme quelque chose de très confrontant. Je pense qu'on est d'accord. Parce qu'avant de rencontrer du calme, la personne, elle rencontre de la peur, de l'inconfort, du vide et des sensations longtemps évitées. Et encore une fois, ce n'est pas un échec. C'est souvent une stratégie de protection du système nerveux. Alors moi, je crois que j'ai compris assez tôt que certaines approches corporelles pouvaient être beaucoup trop confrontantes pour moi. Je me souviens d'une séance de sophrologie quand j'étais ado. Je devais avoir 16 ans. Et cette séance, qui était censée être apaisante, c'était un peu l'objectif à la base quand même, s'est terminée pour moi en énorme crise d'angoisse avec supplément tétanie. À l'époque, du haut de mes 16 ans, je ne comprenais pas du tout ce qui se passait. Je pensais simplement que j'étais trop anxieuse, ou que quelque chose n'allait pas chez moi. Mais avec du recul, je comprends maintenant que mon histoire personnelle jouait probablement un rôle important, mais à l'époque, j'avais pas cette prise de recul-là et je ne comprenais pas ce qui se passait. Quand j'étais enfant, mon père est tombé gravement malade. La maladie s'est déclarée autour de mes 6 ans. Il est décédé quand j'en avais 20. Donc pendant une grande partie de mon enfance et de mon adolescence, j'ai grandi au contact de la maladie, de la souffrance, des rechutes, des périodes de rémission, et parfois de cette proximité très forte avec la peur de le perdre. Et forcément, dans un système nerveux, ça laisse des traces. On parle parfois de trauma développemental d'ailleurs. C'est un sujet vaste et important, qu'on prendra le temps d'explorer plus profondément dans de prochains épisodes. Mais ce que je trouve important de dire ici simplement,
c'est que quand on grandit avec ce type d'expérience, le corps peut inconsciemment devenir associé au danger, au fragile, à l'imprévisible et à la souffrance. Et je crois qu'à un moment de ma vie, j'ai commencé à m'éloigner de mon corps sans vraiment m'en rendre compte. Comme si très tôt, il y avait déjà une forme de distance. Une difficulté à habiter pleinement mes sensations en sécurité. Alors évidemment, quand les douleurs chroniques sont arrivées, ça a rajouté une couche énorme. Parce qu'avant ça, il y avait déjà eu les douleurs aiguës liées au trauma physique. Le corps avait déjà traversé quelque chose de violent. Et parfois, j'ai l'impression qu'à force de tenter de tenir, de compenser, de survivre en silence, il finit par sortir l'artillerie lourde. Pas pour nous punir, ni pour nous faire la guerre, mais peut-être simplement parce que l'équilibre intérieur ou l'homéostasie n'arrive plus à se maintenir normalement. Comme si le système nerveux disait finalement « Je ne peux plus continuer à gérer cela discrètement ». Et la douleur est venue renforcer encore davantage cette idée que le corps pouvait devenir une source de menace, d'inconfort ou d'imprévisible. Comme une forme de confirmation intérieure que quelque chose pouvait basculer à tout moment. Et quand le système nerveux enregistre ça profondément, il commence souvent à surveiller le corps, non plus comme un lieu de vie, mais comme un territoire à risque. Et c'est quand même un peu compliqué quand le seul endroit qu'on ne peut jamais vraiment quitter, c'est justement son propre corps. On me conseillait souvent les exercices dont j'ai parlé précédemment, la cohérence cardiaque, la méditation, les body scans, les exercices de respiration. Et je voulais vraiment que ça fonctionne. Donc je me forçais, je m'asseyais ou je m'allongeais. J'essayais d'aller jusqu'au bout des exercices et je me disais, il faut que j'y arrive. Ça aide tout le monde, donc ça devrait m'aider moi aussi. Mais très souvent, c'était pire. Et plus je me focalisais sur mon corps, plus je ressentais les douleurs, les tensions, l'inconfort, l'anxiété. Et je me souviens du sentiment d'échec que ça créait. Parce qu'autour de moi, ces pratiques étaient présentées comme des outils universellement apaisants. Alors je me demandais, pourquoi moi ça me fait l'effet inverse? Et honnêtement, j'aurais aimé qu'on m'explique plus tôt que certaines pratiques somatiques peuvent devenir très confrontantes quand le système nerveux est déjà en hypervigilance. Qu'on peut avoir besoin d'y aller autrement, plus progressivement, avec davantage de sécurité, et parfois même en gardant d'abord le corps un peu à distance. Parce qu'à cette période-là, je n'étais pas vraiment dans une rencontre apaisée avec mon corps. J'étais surtout dans la peur de ce qu'il pouvait me faire ressentir. Et ça change complètement la manière d'aborder ces pratiques. Et pendant des années, j'ai d'ailleurs laissé beaucoup de pratiques somatiques de côté. Et contrairement à ce que je craignais, ça ne m'a pas empêché d'avancer. Au contraire, je crois simplement que mon système nerveux avait besoin d'autres points d'appui avant de pouvoir revenir au corps plus sereinement. Et ce qui est assez fou, c'est qu'aujourd'hui, ces mêmes pratiques sont devenues une source de réconfort, d'apaisement et même parfois de plaisir. Alors qu'avant, elles pouvaient provoquer de l'inconfort, de l'angoisse, voire une forme de panique intérieure. Et dans de prochains épisodes, je prendrai le temps d'expliquer plus concrètement comment cette relation au corps a évolué petit à petit chez moi. Pas pour étaler ma vie ou faire de mon expérience une vérité universelle, mais simplement parce que je crois que ça peut aider à montrer qu'il existe d'autres façons de procéder, d'autres rythmes, d'autres chemins possibles pour reconstruire de la sécurité, sans se forcer, sans se brutaliser, sans perturber son système nerveux et sans transformer le ressenti corporel en nouvelle injonction de guérison. Et je pense que c'est important de dire aussi quelque chose ici. Beaucoup de personnes considèrent aujourd'hui qu'un trauma, à lui seul, peut provoquer des douleurs chroniques. Alors oui, le système nerveux, le stress chronique, les expériences de vie ont clairement un impact énorme. Mais avec tout ce que j'ai vécu, appris, observé, étudié, je crois aussi que c'est souvent beaucoup plus complexe que ça. Dans certains cas, notamment quand il y a une blessure physique au départ, il y a d'abord quelque chose de réellement dommageable dans le corps. Une blessure, une atteinte physique, un événement biologique réel. Puis ensuite, quand la douleur se chronicise, beaucoup d'autres paramètres viennent s'ajouter. Le système nerveux, la peur, l'hypervigilance, les émotions, les comportements d'évitement, l'épuisement, le stress, l'histoire de vie, le rapport au corps, le contexte psychologique et souvent le sentiment d'insécurité intérieure. Et en même temps, il existe aussi des situations où aucune cause physique n'est clairement retrouvée.
des personnes qui passent des examens, qui consultent, qui multiplient les bilans. Je l'ai déjà évoqué dans de précédents épisodes. Plusieurs médecins et psychologues comme John Sarno, Howard Schubiner ou encore Alan Gordon ont beaucoup travaillé sur cette idée. Le système nerveux peut parfois à lui seul maintenir ou produire des douleurs très réelles, même lorsqu'aucune lésion active clairement identifiable n'est retrouvée. Et c'est souvent extrêmement déstabilisant pour les personnes à qui l'on finit par dire « on ne voit rien ». Parce que ne rien voir à l'imagerie ne veut pas dire que la souffrance n'existe pas. Cela peut vouloir dire que le problème se situe davantage dans les mécanismes de protection, de sensibilisation et d'alerte du système nerveux, plutôt que dans une blessure structurelle active. Et ça peut être extrêmement déstabilisant, parce que l'absence de cause visible ne veut absolument pas dire que la douleur est imaginaire. Et je trouve leur travail passionnant, parce qu'il remet de la nuance. Ça ne veut pas dire tout est dans ta tête. Ça veut dire que ton cerveau, ton système nerveux, tes émotions, la peur que tu ressens, l'hypervigilance que tu ressens, ton histoire de vie, peuvent parfois participer à créer un état d'alarme chronique dans ton corps. Et cette alarme, elle est réelle. La douleur, elle est réelle. Les sensations, elles sont réelles. Mais le danger, lui, il n'est pas toujours présent de manière proportionnelle. Parce qu'il y a des personnes chez qui une blessure physique initiale joue un rôle majeur. D'autres, chez qui le système nerveux semble être devenu le principal moteur de la douleur. Et très souvent, il y a un mélange complexe de plusieurs facteurs. Ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Et honnêtement, je trouve que cette vision, elle est plus nuancée et elle est beaucoup plus aidante. Parce qu'elle évite les raccourcis du type « c'est uniquement physique » ou à l'inverse « c'est uniquement psychologique ». La douleur chronique, elle est bien plus complexe que ça. Et chaque parcours est unique. Et je crois qu'il y a aussi quelque chose de très douloureux dans la douleur chronique dont on parle peu. Le deuil du corps d'avant, le corps auquel on ne pensait même pas, le corps spontané, le corps qu'on considérait comme acquis, le corps qui suivait sans qu'on ait besoin d'y réfléchir. Parce qu'avant la douleur chronique, beaucoup de choses étaient automatiques. On bougeait, on faisait des projets, on sortait, on utilisait son corps sans négocier en permanence avec lui. Et quand la douleur devient chronique, il y a parfois une immense colère, une immense tristesse aussi. Pourquoi mon corps ne fait plus ce que j'aimerais? Pourquoi tout est devenu si compliqué? Pourquoi je dois réfléchir à des choses qui semblaient simples avant? Et je crois que cette étape est importante à reconnaître. Parce que tant qu'on reste uniquement dans « je veux récupérer exactement mon corps d'avant », la relation au corps reste souvent très tendue. Pas parce qu'il ne faut plus espérer aller mieux, mais parce qu'il y a parfois une forme d'opposition permanente à la réalité du moment présent. Alors que faire équipe avec son corps, parfois, ça commence aussi par reconnaître « Ok, aujourd'hui, mon corps traverse quelque chose de difficile ». Ça veut pas dire qu'on abandonne, ça veut pas dire qu'on se résigne, mais ça veut dire qu'on rajoute un petit peu de compassion dans notre quotidien. Et paradoxalement, c'est souvent à partir de là que quelque chose devient plus léger. Je crois qu'il y a une nuance essentielle ici. Faire équipe avec son corps ne veut pas dire plonger brutalement dans toutes ses sensations. Ça veut pas dire tout ressentir d'un coup, supporter coûte que coûte, rester dans un exercice alors que le système nerveux est submergé. Au contraire, faire équipe avec son corps, ça peut commencer de manière minuscule, par des micro-observations. Et parfois, au début, reconstruire de la sécurité dans le corps ne passe même pas directement par ressentir son corps. Ça peut simplement passer par les sens. Pendant longtemps, par exemple, la chaleur d'une tasse d'eau chaude entre mes mains a été une vraie ressource pour moi. Sentir une odeur apaisante, une huile essentielle, le parfum d'un lieu rassurant, toucher une texture agréable, écouter un instrument ou une musique qui calme mon système nerveux, tout ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Finalement, il s'agissait moins de plonger dans mon corps que de recréer doucement des expériences sensorielles de sécurité. Des micro-moments où le système nerveux pouvait enregistrer « là, maintenant, il y a quelque chose d'agréable, quelque chose de stable et quelque chose de non menaçant ». Et parfois, ça commence par des choses extrêmement simples. Sentir le contact des pieds au sol pendant quelques secondes, la chaleur d'une boisson entre ses mains,
le vent sur sa peau, le poids du corps sur sa chaise, la douceur d'un tissu ou une musique qui apaise instantanément quelque chose à l'intérieur. Faire équipe avec son corps, c'est souvent beaucoup moins spectaculaire qu'on ne l'imagine. Ça commence parfois par réapprendre, très doucement, qu'il existe encore des sensations agréables et sécurisantes dans l'expérience d'être vivant. Des expériences très courtes, très simples, mais très sécurisantes. Pas pour analyser, pas pour bien faire, pas pour atteindre un état parfait, mais juste pour réhabituer progressivement le cerveau à ressentir autre chose que le danger. Et parfois, honnêtement, 2 secondes, c'est déjà énorme. Et il y a aussi quelque chose qui a profondément changé ma manière d'avancer avec la douleur chronique. Pendant longtemps, je voyais mon corps comme un obstacle, quelque chose qui m'empêchait de vivre comme je le voulais, quelque chose qui ne suivait pas, qui dysfonctionnait, qui me limitait, qui me trahissait aussi. Et je crois qu'on est énormément à avoir cette relation-là avec notre corps. Pas seulement à cause de la douleur chronique d'ailleurs. De manière générale, on est souvent extrêmement exigeant avec notre corps. On veut qu'il soit plus performant, plus beau, plus mince, plus productif, plus résistant, plus énergique. On essaye sans cesse de le remodeler, de le contrôler, de le faire rentrer dans des standards parfois impossibles à atteindre. On le prive, on le pousse dans ses limites, on essaye de le faire plier. Et honnêtement, je ne m'étais même pas rendu compte à quel point cette relation était difficile. Il y a quelques années, j'ai suivi une formation avec Julie Rojon autour de l'alimentation émotionnelle. Et avec le recul, je crois que ça a été une des premières vraies impulsions de ma reconnexion au corps. À cette époque-là, pourtant, je n'étais pas du tout capable de faire certaines pratiques somatiques. Elles étaient souvent trop confrontantes pour mon système nerveux. Mais intellectuellement, j'ai compris énormément de choses. J'ai commencé à comprendre que beaucoup de comportements n'étaient pas simplement des manques de volonté, mais parfois des tentatives de régulation émotionnelle. Que le corps, les émotions, le système nerveux, les comportements alimentaires, le stress, tout ça était profondément lié. Et même si je n'arrivais pas encore vraiment à ressentir les choses dans mon corps de manière sécurisante, quelque chose avait commencé à bouger intérieurement. Comme une première réconciliation possible, une première compréhension plus douce de ce que mon système essayait peut-être de faire depuis des années. Et quelque temps après cette formation, lors d'un accompagnement en psychocorporel, une thérapeute m'a proposé une métaphore qui a été un énorme déclic pour moi. Imaginez mon corps comme un petit animal. Pas comme quelque chose à contrôler, pas comme une machine défaillante qu'il faudrait réparer en permanence, mais comme un être vivant, sensible, qui réagit, protège, qui s'adapte, qui se fatigue aussi, qui panique parfois, et qui a surtout besoin de sécurité. Un petit animal qui traverse la vie avec moi, qui subit lui aussi les stress, les blessures, les peurs, les épuisements, les chocs, les douleurs, les pertes et les tempêtes de la vie tout simplement. Et quand j'ai commencé à voir mon corps comme ça, quelque chose a changé. Parce qu'on ne parlerait jamais à un petit animal comme on parle à notre propre corps. On ne lui dirait pas « dépêche-toi, fais mieux, t'es encore en train de dysfonctionner, pourquoi t'es comme ça, force un peu ». Au contraire, on aurait naturellement envie de l'aider, de le rassurer, de le protéger et d'être patient avec lui. Et honnêtement, chez moi, ça a été un tournant énorme. Et je crois que c'est là que l'équipe a commencé. Pas d'un coup, pas de manière spectaculaire, mais petit à petit, avec plus de douceur, plus de compréhension et moins de violence intérieure, moins de solitude aussi. Et ce que je trouve important de dire ici, c'est que cette bascule ne s'est pas faite quand tout allait bien. Elle s'est faite en pleine crise de douleur, et je m'en souviens. Donc oui, même quand on souffre encore, quelque chose dans la relation au corps peut déjà commencer à changer. Et je crois sincèrement que ça transforme beaucoup plus de choses qu'on ne l'imagine. Parce qu'au fond, l'adversité fait partie de la vie. Il y a une phrase que j'aime beaucoup et que Christophe André dit souvent. L'adversité, c'est le loyer de la vie. On ne choisit pas toujours ce qui nous arrive,
La douleur, les pertes, les difficultés, les imprévus font partie de l'expérience humaine. Mais je crois aussi qu'on traverse les choses différemment quand on arrête d'être seul contre soi-même. Quand le corps n'est plus uniquement un ennemi à combattre. Parce qu'en équipe, on devient souvent plus résilient, plus solide, plus ancré aussi. Alors pourquoi se priver de tout ça? Le premier travail qui m'a réellement aidé, il a été davantage cognitif et comportemental, ce qu'on appelle les TCC. D'ailleurs, je m'y suis formée tellement cette approche m'a convaincue. Parce qu'avant même de travailler profondément sur le corps, on peut déjà faire énormément en travaillant sur ses pensées, ses émotions, ses comportements, ses peurs, ses réactions automatiques. On peut commencer à comprendre certains mécanismes. La peur qui augmente la vigilance qui augmente les sensations qui augmentent encore la peur. Et déjà, rien que ça enlève une énorme couche de souffrance. Une énorme couche d'angoisse aussi. Parce qu'on passe de «mon corps est incontrôlable» à «OK, il y a des mécanismes qui s'activent». Et cette compréhension change énormément de choses. Elle redonne un peu de sécurité, un peu de lisibilité, un peu de contrôle aussi. On peut aussi travailler progressivement sur les comportements d'évitement, sur l'anticipation catastrophique, sur les pensées automatiques, sur la peur de certaines sensations. Et parfois, ce travail-là est beaucoup plus accessible au départ qu'un travail corporel intense. Bien sûr, ça ne veut pas dire que l'approche cognitive suffit à tout. L'objectif final reste quand même de pouvoir refaire équipe avec son corps, de ne plus vivre ces sensations comme un danger permanent, de ne plus avoir peur de ce qui se passe à l'intérieur. Mais parfois, pour revenir vers le corps, il faut d'abord reconstruire de la sécurité ailleurs. Et pour certaines personnes, le chemin commence par la compréhension plutôt que par les sensations. Alors la vraie question, c'est qu'est-ce qui change vraiment quand on commence à faire équipe avec son corps? Et je crois qu'il y a quelque chose d'important à dire ici. Faire équipe avec son corps, ça ne veut pas forcément dire ne plus jamais avoir mal. Souvent, au début, on pense que l'objectif, c'est de supprimer les sensations, de contrôler parfaitement le corps, de ne plus jamais être anxieux et de ne plus jamais être activé. Mais en réalité, ce qui change profondément, c'est souvent la relation qu'on entretient avec ce qui se passe à l'intérieur. Petit à petit, il y a moins de lutte, moins de pourquoi mon corps fait encore ça. Je dois absolument calmer cette sensation. Je ne supporte plus ce qui se passe. Et ça change énormément de choses. Parce que la lutte permanente, elle est juste épuisante. Être constamment en train de surveiller son corps, d'anticiper, de contrôler, de vérifier, de craindre la prochaine douleur, ça prend une énergie mentale phénoménale. Et quand on commence doucement à sortir de cette guerre intérieure, il y a souvent un peu plus d'espace qui revient, et plus qu'on ne le pense. Un peu plus de respiration. Parfois même, on recommence à vivre certains moments sans analyser son corps toutes les 30 secondes. Et ça, c'est juste génial. Et ça peut sembler minuscule pour quelqu'un qui ne vit pas ça. Mais quand on a passé des mois ou des années en hypervigilance, c'est juste énorme. Petit à petit, certaines sensations redeviennent neutres. Le corps n'est plus uniquement associé à la douleur ou au danger ou à la peur. Et je crois que c'est ça, au fond, faire équipe avec son corps. Ce n'est pas devenir parfaitement serein du jour au lendemain et supprimer toutes les douleurs. C'est progressivement arrêter de voir son corps uniquement comme un ennemi. Et je pense qu'on sous-estime énormément la puissance de ces toutes petites expériences. Réussir les exercices parfaitement, tout ça. Et on veut souvent aller vite, se sentir mieux rapidement, et c'est légitime de penser ça. Mais le système nerveux fonctionne rarement comme ça. Parfois, une immense victoire, c'est juste avoir remarqué une sensation agréable pendant 3 secondes. Ou avoir réussi à interrompre un exercice avant d'être submergé. Ou avoir compris, là, c'est trop pour moi aujourd'hui. Ça aussi, c'est faire équipe avec son corps. Parce qu'on arrête progressivement d'être dans la lutte permanente. On arrête de considérer le corps comme quelque chose qu'il faut contrôler ou combattre. Et on commence doucement à collaborer avec lui. En conclusion, si les pratiques corporelles te semblent difficiles, si revenir dans tes sensations augmente ton anxiété, si certains exercices te paraissent trop intenses, ça ne veut pas dire que tu échoues. Ça veut peut-être simplement dire que ton système nerveux a besoin de plus de sécurité, de plus de progressivité et de moins de pression.
Parfois, le premier pas consiste juste à comprendre, à ralentir, à observer autrement, à créer quelques secondes de sécurité. Et petit à petit, la relation au corps peut changer. Pas dans la violence, pas dans la performance, mais dans quelque chose de beaucoup plus doux. Parce que faire équipe avec son corps, ce n'est pas devenir parfaitement calme du jour au lendemain. C'est peut-être simplement commencer à ne plus être en guerre contre lui. Et si cet épisode t'a parlé, alors peut-être que quelque chose a déjà commencé à changer en toi. Parce que oui, un rapport plus apaisé avec la douleur est possible. Tu peux t'abonner et le partager autour de toi, comme un petit papillon qui viendrait se poser auprès de quelqu'un qui en a besoin. À très bientôt dans Aïe, j'ai mal.